comme nous sommes tenus de terminer à l'heure, même si on commence avec un peu de glissement, on va commencer. On va donc commencer cette table ronde sur l'histoire revisitée. En fait, il y a des tas de façons de revisiter l'histoire. On peut penser tout de suite à l'Uchronie, c'est-à-dire et si les choses s'étaient passées autrement. On peut penser à cette forme particulière qui est le steampunk. On peut penser à la fantaisie historique. On peut penser à l'histoire secrète, à l'histoire occulte. Et puis on peut penser finalement à des tas d'auteurs qui ont pu disparaître depuis longtemps en laissant des traces. Et je pense en particulier à un auteur à qui Pierre Pevel aimerait bien serrer la louche en arrivant au paradis, c'est-à-dire Dumas, qui sont des gens qui eux-mêmes ont revisité l'histoire. Et si on veut tout de suite, Dumas disait il est permis de violer l'histoire, c'est la condition de lui faire de beaux enfants. Alors je pense qu'ici nous avons des auteurs qui ont fait de beaux enfants à l'histoire. Et qui l'ont revisité chacun à leur manière. On va commencer par un tour de table avec en même temps la présentation des dernières œuvres. Puis ensuite, on se penchera justement sur cette irruption de l'histoire dans les irruptions peut-être pas d'ailleurs dans les littératures de l'imaginaire. Donc, j'ai commencé par Pierre Pevel. À ma droite ici, Pierre Pevel qui avait obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire 2002 avec les ombres de Lichtach et qui, c'est sa dernière actualité, vient de publier Les Lames du Cardinal chez Folio. Donc, alors, détail technique, il y a un micro pour deux de chaque côté, donc il faut le prendre. Voilà. Pierre Pevel, l'histoire revisitée. L'histoire revisitée, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Moi, tout part d'abord de mon admiration pour, en effet, comme tu disais, Alexandre Dumas, et en particulier le roman de KPDP en général. J'ai découvert ça assez tardivement, vers 18 ou 19 ans. J'ai un peu tombé par hasard sur Les Trois Mousquetaires. Ça a été un coup de cœur. Je me suis pris de passion donc, pour le genre littéraire et puis pour la période historique. Tout ça bien avant de savoir que j'allais devenir romancier et bien avant de savoir que j'allais écrire Les Lames du Cardinal. Je fais de la fantaisie historique, c'est indubitablement vrai, c'est le genre qui veut ça. Ceci dit, c'est pas vraiment une intention, je me suis pas dit tiens je vais faire de la fantaisie historique. J'ai juste eu envie d'écrire des romans de KPDP, que ce soit dans la trilogie de Lichtach ou que ce soit avec la trilogie des Lames du Cardinal. Et ma culture, ma génération fait que assez naturellement j'utilise les éléments qui relèvent du merveilleux, du fantastique ou de l'horreur, bref. C'est assez naturellement que j'écris de la fantaisie. J'insiste sur ce fait assez générationnel. J'avais 11 ans quand j'ai vu La Guerre des Étoiles au cinéma. Adolescent, j'ai vu des films comme Conan le Barbare, Excalibur, le premier Indiana Jones. Bref, tout ça, je pense, a forgé mon imaginaire. Donc je recours assez volontiers à ce registre-là qui aboutit à faire de la fantaisie. Et tout gamin, je regardais Les Mystères de l'Ouest à la télé, qui est également une série de fantasy quand on y réfléchit bien. Donc voilà, fantaisie historique, oui, mais en fait, pour moi, j'ai plutôt le sentiment d'écrire des romans historiques, plus particulièrement des romans de KPDP, et de creuser, de poursuivre un sillon qui a déjà été bien tracé et dont la direction a été bien indiquée par Dumas, Zévaco, Féval et d'autres. Je m'inscris vraiment dans cette tradition-là, en y ajoutant des éléments, on pourrait dire, de modernité qui sont ceux de la fantaisie. Je suis convaincu que si Dumas écrivait aujourd'hui, il n'écrirait peut-être pas que de la fantaisie, mais il en aurait écrit aussi. Et d'ailleurs, il a parfois abordé indirectement le genre. Il y a des éléments qui relèvent de la magie ou du fantastique dans son œuvre. Est-ce que c'est vraiment autre chose que de la fantaisie quand il écrit Balsamo ou d'autres? Merci. Fabien Clavel. Fabien, ton actualité à toi, c'est la réédition du Châtiment des Flèches. C'est Furos chez Nouveau Millénaire. Mais pour vraiment nous ancrer dans le thème de l'histoire revisitée, il y a
La Cité de Satan, qui a quelques années maintenant, mais qui a cette caractéristique d'être une uchronie, puisque on se trouve dans un monde, un contexte où l'Empire romain, à partir de l'empereur Julien, diverge. Alors, en fait, moi, c'est un petit peu par hasard que je suis arrivé à introduire de l'histoire dans mes romans, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la littérature de l'imaginaire, et donc c'est un endroit où on va s'affranchir des règles du réel la plupart du temps, et le plaisir naît de cet affranchissement. Et en fait, je suis arrivé à l'Uchronie pour plusieurs raisons, notamment parce que moi, je suis passionné d'antiquité, c'est mon métier, je suis professeur de latin aussi, et de péplum, donc ça va avec. Et aussi donc par l'idée de développer un peu tous les genres de l'imaginaire et notamment l'Uchronie. Et donc je suis parti effectivement sur une espèce de péplum qui se passe au XIXe siècle, l'Empire romain s'est poursuivi. Et j'en viens au troisième élément qui m'a donné envie d'écrire ce roman, c'était une biographie de l'empereur Julien et qui m'avait fasciné parce que Julien, donc c'est fin du IVe siècle après Jésus-Christ. L'Empire est déjà devenu chrétien et il décide d'un seul coup d'opérer une réaction et de revenir au paganisme. Mais comme il est mort très, très vite, hein, il a régné que de 361 à 363, il n'a pas eu le temps de mettre en place tout son projet. Et moi j'ai imaginé qu'il avait vécu très longtemps et qu'il avait réussi et d'imaginer donc tout ce qui pouvait en découler. Merci. On va de l'autre côté de la table, simplement. Loris Muraille, avec un cycle qui en est à son deuxième volume, le cycle de Cornes d'Ivoire, Aphirique. Et là, c'est une uchronie où l'Afrique, dans le... c'est pas un match, mais enfin, dans l'histoire des civilisations, l'Afrique a pris le pas sur l'Europe et on a une inversion des relations entre les deux. Voilà, donc c'est, je crois, la dernière actualité éditoriale aussi. Oui, oui, puis c'est en tout cas celle qui concerne cet endroit. Que dire? Oui, c'est pas... Le but en soi n'est pas de faire une uchronie, le but... Tout part de l'idée. Et il se trouve que l'idée mène à l'Uchronie. C'est-à-dire qu'un jour, ça m'a frappé, comme souvent les bonnes idées, ou si c'en est une bonne, en lisant un confrère. Et j'ai lu un livre qui racontait l'histoire classique, traditionnelle, des pauvres nègres dans un champ de coton. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, en lisant ça, je suis frappé par cette idée-là. Qu'est-ce qui se passe si on inverse les positions? Donc il fallait après essayer de trouver les conditions qui permettent ça. Donc j'imagine que l'Europe, ce que j'appelle le septentrion, il y a un appel que l'Europe est ravagée par les grandes épidémies, comme ça a été le cas quand même en très grande partie. Il y a des parties de l'Europe qui ont été quasi anéanties, où la moitié de la population a été anéantie par les grandes pestes. Donc j'imagine que je pousse le curseur un peu plus loin, qu'il y ait un véritable effondrement de cette civilisation-là, et que donc il n'y ait pas la colonisation de l'Afrique par les explorateurs, puis par les négriers, et que simultanément, il y a cette Afrique qui librement s'éveille, comme disait la fille de la Chine, et arrive à un niveau de civilisation équivalent à celui, je prends à peu près l'équivalent du 19e siècle, hein, donc mon roman se situe dans une Afrique qui connaît le début de la civilisation de la vapeur et de l'électricité. Et dans cette Afrique, l'Aphirique, comme elle est appelée, eh bien les Blancs sont des esclaves qu'on va chercher en Europe, au septentrion. Et la série raconte les aventures d'une jeune fille blanche qui est esclave dans une plantation en Afrique. Et c'est l'histoire de sa libération de corps et d'esprit. Et ensuite, dans le tome 2, c'est l'histoire de son retour aux sources, puisqu'elle a l'occasion de voyager sur un bateau qui va en Europe et de découvrir
le continent, le pays de ses ancêtres, ravagé donc et réduit à un état de quasi-sauvagerie. Merci. Et Jean-Christophe Chaumette, avec le Dieu vampire, où là, il y a une sorte d'écriture de l'histoire de la souffrance humaine dans ce roman. Alors, comment on s'installe de cette manière dans cette revivification de l'histoire? Alors là, je dirais que c'est plutôt une utilisation de l'histoire pour écrire un roman fantastique, c'est-à-dire que l'idée c'était de complètement balayer le mythe du vampire et d'écrire une histoire en repartant de zéro. C'est-à-dire qu'il y avait un phénomène un petit peu d'overdose de littérature vampirique où finalement je me rendais compte que chaque nouveau roman, chaque nouvelle histoire, chaque nouveau film se nourrissait d'une mythologie, allait puiser dans une mythologie en fait sur les vampires. Et l'idée c'était à un moment de se dire oui mais alors au départ c'est quoi? Historiquement c'est quoi?